Bien, je salue la présence de ceux qui ont eu le courage de venir ce beau matin de juin pour écouter les communications d'un colloque qui est un petit peu à part, pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Le colloque est en lien, bien sûr, avec la chaire Histoire du Coran, et je vais expliquer peut-être pourquoi ce titre un peu bizarre autour de la Bibliotheca Coranica de Fustat, car malgré les kilomètres qui nous séparent de l'Égypte, la chaire Histoire du Coran entretient des relations de très grande proximité avec cette bibliothéca, puisque de nombreux fragments de cette bibliothèque sont conservés à la Bibliothèque nationale de France. For those who don't speak French, I've put some kind of presentation of what I'm saying in English in the upper part, and well, the legend of les légendes des photos sont en rouge pour les francophones. Donc, j'espère que chacun trouvera moyen de comprendre ce que je suis en train de raconter. C'est en effet donc sur le travail d'un de ces 4 grands dépôts de fragments coraniques. Donc c'est un travail qui a été commencé en 1979 que cette chaire a pu voir le jour, puisque c'est ce travail qui est réellement à la base de cette approche nouvelle du texte coranique. Ces manuscrits nous permettent en fait d'avoir accès en ce début du XXIe siècle à l'état du texte tel qu'il était, tel qu'il circulait dans les communautés musulmanes de la seconde moitié du 7e et dans les siècles qui ont suivi. Donc grâce à cette collection qui, comme celle de Damas, de Kérouan et de Sanaa, est formée par des copies usagées du Coran qui ont été mises au rebut, la collection de Fustat est donc une relique particulièrement précieuse, une sorte d'enregistrement de l'état du texte à cette époque. Mais Paris n'est pas la seule bibliothèque où ont abouti des manuscrits qui, originellement, étaient entreposés dans la mosquée de Amr à Fustat. Sans parler de ce qui est resté en Égypte et de collections où ne sont conservés que quelques feuillets, des ensembles de tailles variables, souvent tirés des mêmes copies, se trouvent de nos jours dispersés entre Copenhague, Saint-Pétersbourg ou Gotha. Et c'est précisément la présence dans cette dernière bibliothèque de ces mêmes bras disjecta de manuscrits de Fustat que nous avons eu l'idée de lancer ce projet franco-allemand Paléo-Coran avec le financement de l'Agence nationale de la recherche et de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, afin de poursuivre, dans une certaine mesure, un projet antérieur, Coranica, qui avait permis de mener une action commune avec nos collègues de Berlin, que je salue aujourd'hui. Alors, pourquoi parler de Bibliotheca Coranica ? C'est qu'il existe une spécificité dont nous avons progressivement pris conscience. À Paris sont conservés les restes de taille éminemment variable de 250 copies du Coran, grandes et petites, en un ou en plusieurs volumes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à quelques pas des rayonnages où elles sont rangées, on a dans les manuscrits latins de la même période, c'est-à-dire entre le 7e et le 10e siècle, seulement 70 copies de la Bible ou des Évangiles. Une disparité qui est assez considérable, puisqu'on s'attendrait plutôt qu'à Paris, la collection soit riche de manuscrits bibliques collectés sur l'ensemble du territoire national et parfois même au-delà. Et c'est justement la spécificité de ces bibliothécae coraniques, pour parler correctement, qu'elles sont groupées en un même lieu. Il y a 250 copies qui viennent toutes du même endroit, alors que les 70 manuscrits de la Bible et des Évangiles dont je parle viennent de différentes abbayes, d'églises réparties sur l'ensemble de la France et parfois même de l'étranger. Donc il y a une espèce de thésaurisation des exemplaires coraniques qui nous intrigue, et cette disparité, qui a sans doute en partie pour origine
des fonctions et des statuts différents pour le texte du Coran et pour le texte de la Bible au sein du christianisme et de l'islam. Cette disparité donc n'explique pas tout. Il y a une particularité que Paléocoran doit tenter d'expliquer. Que faisait-on, que comptait-on faire de ces multiples copies du Coran? Le projet compte s'attacher tout d'abord à reconstituer virtuellement cette bibliothèque dispersée, première étape indispensable d'une recherche de fond pour comprendre les différentes facettes de la transmission du texte coranique durant les premiers siècles de l'islam. Sur cette base, nous comptons affiner notre connaissance des Écritures, de leur chronologie et de leur diffusion régionale. Nous pensons pouvoir cerner également de plus près la façon dont étaient fabriqués ces manuscrits et analyser leurs enluminures. Enfin, et c'est peut-être le plus important, nous espérons étudier en profondeur deux aspects fondamentaux du texte coranique, l'émergence des lectures, les qira'at, et la présence de variantes non retenues pour la Vulgate. Et pour ce faire, nous avons un ensemble qui est cohérent dans la mesure où il est originaire d'un même endroit. Mais, et c'est là le paradoxe, alors que la transmission traditionnelle du texte coranique est profondément marquée par une certaine dimension géographique, puisqu'on parle des lectures de Médine, de Koufa, etc., les manuscrits, eux, restent privés d'une identité régionale. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le Coran bleu, cher à Alain Georges, dont on a attribué l'origine à l'Espagne, à l'Afrique du Nord, plus exactement à la Tunisie, et au Proche-Orient. Donc vous voyez que l'éventail des possibilités est considérable, et il n'est pas le seul à être dans ce cas. C'est à la recherche de cette identité régionale que nous nous attacherons. Après avoir introduit une chronologie dans l'étude de ces copies, il importe maintenant de les intégrer à une géographie. Étudier ces manuscrits, c'est enfin tenter de comprendre les hommes qui les produisaient et qui les utilisaient. Une approche anthropologique se développera également dans le cadre de ce programme résolument multidisciplinaire. Multidisciplinaire puisqu'il fait intervenir des spécialistes des différents domaines que j'ai mentionnés, mais également des analyses des composantes matérielles de ces manuscrits. Et le programme doit être multidisciplinaire puisque les réponses que nous cherchons sont difficiles à trouver. Nous savons déjà que tous les manuscrits trouvés dans la mosquée de Hamre n'ont pas été produits sur place. Il faudra donc explorer plusieurs pistes, la philologie, l'histoire de l'art, l'analyse des matériaux du livre, pour espérer parvenir à distinguer entre production locale et importation. Last but not least, la Bibliotheca Coranica de Fustat doit également être replacée dans son contexte, qui est celui de Fustat entre le 7e et le 10e siècle, et plus généralement celui du monde musulman sous les Omeyyades puis sous les Abbassides. L'histoire de l'art, celle de la culture, mais également la politique ou encore les mouvements d'idées doivent être convoqués dans cette étude novatrice dont le colloque de ce jour pose les premiers jalons à titre indicatif. Alors ce colloque est un petit peu particulier. Le sujet d'étude est un sujet relativement neuf. C'est vrai que je ne suis pas tout à fait aussi neuf que le sujet. J'ai déjà quelques années en travaillant sur ce sujet, mais comme vous le verrez, beaucoup des intervenants sont d'une nouvelle génération de chercheurs que je salue aujourd'hui, puisqu'ils vont permettre de poursuivre l'effort que nous entreprenons aujourd'hui et de le développer dans un cadre qu'il faudra justement définir. Je vais maintenant passer la parole un instant à Michel Marx, qui, du côté berlinois, est le coordinateur de Paléocoran. Et après cela, donc, je demanderai à Jean-Michel Mouton de venir présider la première partie de cette séance. Notre conférence constitue le colloque d'ouverture de notre deuxième projet ANR, DFG, nous, c'est-à-dire Angélica Neuwirth, Christian Robin, François Desroches et moi-même, pour lesquels, pour les projets, on a pris coutume de choisir des intitulés formés des mots latins ou grecs. Coranica, le projet antécédent, du contexte au texte, aussi pour marquer par cette nomenclature l'ancrage de nos projets dans le monde européen.
fier de sa tradition scientifique d'un côté, mais aussi conscient de nos limites. Nos limites, par exemple, en ce qui concerne la connaissance occidentale de la tradition savante arabo-musulmane, une tradition très riche, peut-être trop riche, je dirais, pour être connue et appréciée dans son ampleur et sa complexité, qui met effectivement en cause toute simplification. Coranica, donc, était un projet entre 2011 et 2014 dont les résultats sont en cours d'être préparés pour un nombre de publications ainsi sur papier que aussi dans le numérique sur une base de données. Quant à sa structure intrinsèque thématique, le projet antécédent Coranica était un projet assez complexe et peut-être dans certains aspects pionnier. On a fait une campagne de datation C14 d'une presque soixantaine de manuscrits, non seulement coraniques, mais aussi les manuscrits de l'entourage syriaque, copte, même géorgien, pour comprendre un peu les datations hors de la paléographie, mais aussi c'est-à-dire pour vérifier la technique même qui est toujours considérée comme technique peu fiable, la datation du carbone 14. Dans le projet Coranica, on a également travaillé sur les papyrus au contenu coranique, les citations, mais aussi quelques papyrus éparpillés avec du texte coranique pur, et on se posait la question, est-ce qu'il y avait aussi des codex sur papyrus? On n'a pas trouvé de réponse jusqu'à maintenant. Ce qu'on a sont des fragments, donc plutôt c'était le parchemin, le premier support pour faire des codex. On n'a pas de traces d'un vrai codex en papyrus. À part d'autres questions dans le projet Coranica qui était ancré toujours sur la question de évidence matérielle. Aussi, pour ce qui concerne le lexique coranique, là, on a fait des études étymologiques pour les termes comme mihrab, zakat, salat, mais aussi d'autres qui sont communs en lexique, attestés dans les inscriptions du 5e, 6e siècle, c'est-à-dire quelques décennies ou quelques siècles avant l'islam, et bizarrement, dans notre domaine, dans l'étude du Coran, on a fait rarement référence à ce corpus des inscriptions matérielles. Bizarrement, comme les disciplines sont séparées, ils ne se parlent pratiquement pas l'un avec les autres. C'était un peu ça l'idée de Coranica, de créer des ponts, mais aussi de former des gens qui puissent, dans l'avenir, combiner les deux approches. Paléo-Coran étant une extension, un prolongement de Coranica. Ici, c'est notamment intéressant de signaler qu'on a créé une série auprès de Brill qui va démarrer bientôt, qui s'appelle Documenta Coranica, là aussi en nom latin, pour créer une série des éditions facsimilées avec non seulement l'image en photo du manuscrit, mais aussi une translittération qui tient compte du texte tel qu'il apparaît dans le manuscrit. Voilà. La thématique du Paléo-Coran a été déjà présentée par M. Desroches. Un collègue a publié un livre récemment où il utilise le mot paléo-islam pour la première phase de la communauté musulmane. Je trouve ça moins réussi comme métaphore avec la syllabe ou les deux syllabes paléo. On évoque un peu les études préhistoire, les dinosaures peut-être. Je trouve ça moins réussi avec un nom abstrait comme une religion. Je trouve ça relativement bien réussi pour l'évidence matérielle. Comme nous l'avons fait, le nom a été choisi grâce à une discussion avec Christian Robin, et c'est aussi l'idée de recueillir, d'utiliser l'évidence matérielle pour comprendre l'histoire du texte. C'est l'histoire du texte qui intéresse actuellement deux projets en cours à Berlin
mais aussi à Paris. À Berlin, c'est notre section à l'Académie de sciences, Corpus Coranicum, qui fait dans son volet de l'histoire du texte la collecte des qira'at, des variations de lecture, ce qu'on considère la tradition orale, en les comparant avec l'évidence manuscrite. Alors dans ce volet-là, parce qu'il est intéressant de signaler qu'aucun des manuscrits du 1er siècle contient la notation, la variation exacte des 7 variations telles que nous les connaissons à partir du Xe siècle, formées et canonisées par le savant bagdadien Ibn Mujahid. Donc là, il y a beaucoup de choses à exploiter. L'histoire du texte, l'histoire du Coran est un sujet qui, je ne dirais pas à la mode, mais un sujet qui aussi provoque beaucoup de questions. Souvent, quand on parle avec un auditoire plus large, le constat que la tradition savante musulmane se soit occupée de l'héritage manuscrit si peu provoque l'étonnement. C'est-à-dire, on se pose la question pourquoi les savants musulmans n'ont normalement pas touché à cet héritage très riche manuscrit. Il y avait quelques exceptions, mais en général, le support parchemin, le codex, n'a pas été considéré comme le transporteur du texte coranique. On faisait toujours référence à la tradition, soi-disant, orale. L'autre question qui provoque l'étonnement, c'est le fait que l'histoire du texte ne soit pas été écrite jusqu'à maintenant. Donc on se demande aujourd'hui, à juste titre, pourquoi pendant le 19e siècle, on n'a pas eu des approches en face, le texte, l'histoire du texte coranique. Et ici, peut-être en conclusion, il faut évoquer l'histoire. Pour nous, en Occident, le 19e siècle est le siècle de l'histoire de tout. On a historisé les religions et beaucoup d'autres choses. Pour les musulmans, au monde musulman, c'était un peu le contraire. On a eu les grands projets de réforme au 19e siècle, mais à la place de historiser des points de départ de leur tradition, ils ont séparé le Coran de leur tradition. Ils ont mis en question la tradition savante entre le Coran et l'État actuel, tout en mettant le texte coranique dans une sorte de séparé, intouchable aux approches de science. Peut-être cela ne peut pas tout expliquer, mais il signale qu'il y a aussi des particularités du côté de la tradition savante musulmane. Bon. En conclusion de cette ouverture, d'un colloque d'ouverture du projet Paléo-Coran, je nous souhaite des rencontres fructueuses. Merci.